Yann Moix, vous avez emmené Gérard Depardieu en Corée pour y réaliser un film. Des images de ce film ont été publiées, montrées par l'émission Complément d'enquête. Depuis, vous avez même porté plainte contre eux. A-t-il, Gérard Depardieu, oui ou non, prononcé les mots assez infâmes qu'on a entendus? Alors, d'abord, c'est pas des images de mon film, c'est des images volées d'un film qui ont été diffusées. C'est-à-dire que le producteur m'a volé un film qui s'appelle 70, qu'une centaine de personnes ont vu, dont certains de vos confrères et consoeurs du Monde notamment. Ce film fait 2h30. C'est un film burlesque tourné en Corée du Nord. Alors après, on peut s'interroger sur le bien fondé de faire un film burlesque en Corée du Nord. Mais avec Gérard Depardieu? Non, mais tout simplement, avec n'importe qui. Gérard Depardieu, quand je suis allé en Corée du Nord en 2018, avait eu une plainte qui n'avait pas été jugée, qui n'avait pas été... Depuis, il y a 2 plaintes pour viol, 3 plaintes pour agression sexuelle et il sera jugé en octobre prochain. Une plainte, c'est-à-dire que quelqu'un avait porté plainte. Je crois quelques jours avant qu'on parte. Nous sommes partis faire ce voyage. J'ai tourné un film de fiction. Alors tout le monde me dit oui, c'est pas possible parce qu'un film de fiction, c'est un scénario. Mais si je vous citais le nombre de films dans l'histoire du cinéma qui ont été faits sans scénario, de Pierrot le Fou à In the Mood for Love, c'est une manière de faire du cinéma que de trouver le genre du film au montage. J'ai passé 3 mois au montage, j'arrive avec un film de 2h30, et le producteur, M. Anthony Dufour de chez Ikari, se dit, zut, on ne pourra pas sortir le film en salle comme prévu, puisque Gérard a des gros problèmes aura des gros problèmes avec la justice. Qu'est-ce qu'il fait pour retrouver ses billes? Plutôt que de ne rien faire avec le film, plutôt que d'essayer de voir ce qu'on peut faire du film, sans me prévenir, alors que j'ai un droit moral sur mon film, il va à France Télévisions, leur propose un sujet sur Gérard Depardieu en disant « J'ai des images, oubliant que ce sont mes images, qui vont être détonnantes et scandaleuses. » Or, ce n'est plus ni moins que des images qui ont été arrachées à un film de fiction pour les mettre dans un film documentaire à charge contre Gérard Depardieu, et avec cette bidouille dont j'attends encore que l'Arcom enquête dessus, mais malgré mes lettres, l'Arcom ne fait rien, et France Télévisions, que je mets en procès, n'a encore pas répondu. Eux, ils affirment qu'ils n'ont absolument pas fait de montage, et qu'ils n'ont pas mélangé ou dispatché ou décalé l'image et son. Pauline, 2 choses. Personne n'a jamais vu le constat de l'huissier. Jamais. J'ai demandé au tribunal, il y a un procès en ce moment, on n'a pas vu le constat de l'huissier. C'est très étrange. Et 2, Le Monde, le journal Le Monde Magazine, c'est pas moi. Le Monde Magazine a vu mon film et un des journalistes du Monde dit, effectivement, dans la version d'Yann Moix, on voit que Gérard Depardieu tient ses propos sur une femme de 35 ans. Vous parlez des propos et ce qui a fait particulièrement réagir, les propos sont assez immondes, mais l'image, effectivement, qui est raccord dans Complément d'enquête, c'est que ces images assez immondes, ces propos immondes, sont au moment où c'est une fillette qui monte à cheval. Vous avez, dans un montage, on peut faire absolument ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a une seule image? Donc vous dites, attendez, Yann Moix, je voudrais qu'on comprenne. Vous dites, oui, Gérard Depardieu a tenu ses propos en regardant une femme, mais non pas une fillette. Mais vous dites bien qu'il a tenu ses propos. Il a tenu ses propos sur une femme de 35 ans. Vous en pensez quoi, vous, de ces propos? Les propos sont ignobles, mais attendez, Apolline, des propos ignobles, ou inexcusables, ou choquants, ou violents, ou sinistres, sur une femme de 35 ans, c'est une chose. C'est une chose. Sur une enfant, ça fait de Gérard Depardieu un criminel. Ça fait de Gérard Depardieu un pédophile. Ça fait de Gérard Depardieu un être qui est tout d'un coup puni pour quelque chose qu'il n'est pas. Qu'il n'est pas. Et je trouve gravissime. Vous imaginez ces gens dans la boîte de production de chez Ikari qui tout d'un coup se disent « Mets les images sur la fillette, allez, vas-y, mets les images sur la fillette. » Mais c'est d'une brutalité, d'une violence absolument inexcusable. Et ça mérite un procès. L'Arcom devra s'en expliquer, France Télévisions devra s'en expliquer. L'Arcom, c'est le gendarme de l'audiovisuel. D'ailleurs, je peux dire quelque chose sur l'Arcom. Je trouve qu'on baigne dans l'immaturité la plus totale. Un pays comme la France a besoin d'avoir inventé une institution qui vient toute la journée regarder des émissions, par exemple, vient regarder Cyril Hanouna toute la journée pour savoir... Dont vous avez été chroniqueur, je précise. Oui, non mais je prends cet exemple, je peux en prendre... Oui, mais c'est important quand même de savoir aussi que vous êtes... Non mais peu importe, impliqué, j'irais. Non. Je veux dire par là que j'ai toujours trouvé l'Arcom, avant ça s'appelait pas l'Arcom. Ça s'appelait, je sais même plus, là, le CSA. Le CSA. Vous imaginez quand même qu'un pays comme la France,
où il y a une liberté de parole. Vous regardez les sites de l'INA, vous pouvez voir des gens qui fument, qui boivent On parlait de Bernard Pivot tout à l'heure. et qui débattent. Parce que je vois quelque chose d'assez étrange, Apolline. J'imagine que vous avez souvent été voir des documentaires sur l'INA ou des vieilles émissions. Oui. Mais c'est quand même étrange qu'il y a une simultanéité du débat et de l'alcool et de la cigarette. Non, mais c'est très étrange. L'Arcom est une sorte de gendarme qu'on s'est inventé nous-mêmes pour nous fliquer nous-mêmes, comme si on n'était pas assez grand pour faire un travail de débat démocratique avec les débordements qu'on souhaite s'il le faut. Tandis que là, on a l'impression qu'on s'est inventé un gendarme sur mesure. Là, il vous comme arrange, si on était il vous des arrange enfants. l'Arcom. Enfin, en tout cas, vous espérez que l'Arcom sera de votre côté. Ce qui est très étrange, c'est que l'Arcom essaye de punir mon avocat qui est allé expliquer la thèse du bidouillage de l'information. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que l'Arcom fasse son travail. Pourquoi est-ce que l'Arcom n'enquête pas sur le rapport de l'huissier? Pourquoi l'Arcom ne travaille pas sur le bidouillage acheté par France Télévisions? Car je ne pense pas que ce soit France Télévisions qui bidouillait. Ils ont acheté un reportage à bidouiller. Donc, vous ne pensez pas que France Télévisions a sciemment... Non, je ne pense pas que ce soit sciemment. Ils se sont retrouvés dans une impasse et depuis, ils bottent en touche et ils cachent le rapport de l'huissier. Je demande à un expert indépendant pour analyser les rushs. Vous savez, Apolline, il y a des bandes de synchronisation sur les films. Donc, c'est très facile de montrer que... Yann Moix, vous le voyez toujours, Gérard Depardieu? Est-ce que vous en parlez avec lui? Non, je ne le vois pas en ce moment. Je n'ai pas de nouvelles. Je crois que Gérard, si m'en veut, de l'avoir emmené en Corée du Nord, parce que moi, j'ai fait confiance à un producteur qui m'a trahi, mais Gérard, il m'a fait confiance à moi, pas au producteur. Donc, indirectement, il se retrouve dans une sauce nord-coréenne, tout simplement parce qu'il m'a fait confiance. Yann Moix, il y a le Festival de Cannes dans quelques jours et des rumeurs, un peu une sale rumeur qui court. Plusieurs s'en font écho, des journalistes qui disent qu'il y aura une liste, on ne sait pas très bien d'où elle sortirait, mais une liste de 10 nouveaux noms du MeToo du cinéma. Est-ce qu'il faut, comme ça, sortir des listes si effectivement les gens ont eu des comportements déplacés, voire même coupables? Est-ce qu'il faut que cette liste sorte? Est-ce qu'il faut purger? J'y suis absolument défavorable. Je vais vous dire pourquoi. Pour moi, vous savez que je suis un ancien enfant martyr, etc. Alors ça, c'est votre version. Vos parents ont tenté de vous poursuivre, mais vous avez gagné, vous avez obtenu gain de cause. Vous pouvez pas la dire... justice... on m'a suffisamment accablé. Ils n'ont pas pu vous poursuivre. J'ai gagné mon procès. Voilà. C'est-à-dire que la justice a considéré qu'il y avait des éléments suffisamment sérieux pour considérer que j'avais été un enfant martyr. Donc j'ai gagné le procès. C'est un procès qui a duré 8 heures. J'y étais, mes parents y étaient, mes géniteurs, pardon. Donc je peux, s'il y a une justice, et c'est justement, c'est marrant ce que vous dites, parce que vous êtes en train de dire que la justice finalement... Non, ils ont tenté de vous... Oui, il est justice... clair, et je crois qu'il est factuel de dire que vos parents ont tenté de vous poursuivre pour diffamation. Oui, donc il n'y avait pas diffamation, donc ce qui prouve bien que ce que je racontais dans Orléans était la vérité. Non, je vais vous dire pourquoi je suis défavorable. Je n'ai aucun humour sur les violences, sur les enfants, sur les femmes, sur les animaux. Je ne mélange pas ces 3 catégories, que les choses soient claires. Les violences faites aux femmes, les viols, les brutalités et même les incivilités, les mains aux fesses, les petits gestes qui sont en fait consubstantiels à un climat général de violence, il faut que ce soit fait avec beaucoup de méticulosité. Si ça bave, si ça déborde, alors le combat va être déconsidéré par approximation successive. Vous avez peur que ça soit défavorable au mouvement MeToo et à la véritable liberté? Exactement. C'est-à-dire qu'on a une chance incroyable, Apolline. On a une justice en France qui est certes débordée, mais qui fonctionne. On a une belle justice. On s'est battu, des gens sont morts en 1848, en 1830, en 1789, en 1940, pour que cette justice puisse fonctionner. La République, c'est une chose, mais on oublie toujours que la République, c'est aussi la justice. Et on a une justice qui fonctionne très bien, une belle justice, et je trouve dommage que des gens pressés, et on peut comprendre que des victimes soient pressées, c'est humain, mais je trouve dommage que les victimes n'attendent pas, que les plaignants ou les plaignantes n'attendent pas quelques mois ou quelques années pour qu'on ait un rendu beau à regarder, c'est-à-dire quelque chose précis, factuel, qui est taillé comme un diamant, que la personne, après une enquête sérieuse, parce que là, les personnes vont être punies au prorata de ce qu'elles ont commis, et surtout, l'à peu près ne sera plus de mise. Et l'à peu près, c'est grave, parce qu'il y a aussi des gens qui se sont mal comportés, et ces gens-là ne peuvent pas être comparés à des gens qui se sont rendus coupables d'un crime. Et j'ai peur d'une assimilation,
et j'ai aussi peur d'une chasse aux sorcières approximative. C'est l'approximation qui me fait peur. Yann Moix, l'antisémitisme. Gabriel Attal, hier, parlait d'un mouvement qui s'était décomplexé. Il y a évidemment les mouvements qui se passent dans les facultés, des mouvements pro-palestiniens qui, d'après certains témoignages, seraient aussi une forme d'intimidation, voire d'exclusion de certains étudiants juifs. Vous le dénoncez aujourd'hui? Je pense que ça ne recommence pas l'antisémitisme. Je pense que la situation n'est pas plus grave qu'elle a toujours été. L'antisémitisme, pour moi, est un commencement. Ça a toujours été un commencement qui diffuse depuis 4000 ans ou 5000 ans. Mais ce n'est pas un recommencement. Il y a des périodes où on lève le tapis et on voit ce qu'il y a dessous, des périodes où on rebat le tapis et on ne voit pas les acariens ou les poussières qu'il y a dessous. Mais ça n'a jamais changé. En ce moment, ça se voit. Ce qui est étrange, Yann Moix, et vous l'imaginez bien, c'est qu'on a du mal à vous croire. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez été, et comment êtes-vous passé de l'étudiant... Ah, vous en êtes encore là, non, Pauline? Non, ça m'intéresse, je vais vous dire pourquoi. Vous avez, quand vous étiez étudiant, commis des dessins qui allaient dans un antisémitisme épouvantable, avec des propos y compris négationnistes, avec même une revue... Pas du tout. Pas du tout? Non, d'abord, là encore... Vous dites d'ailleurs avoir eu honte de cela. Ce qui m'intéresse moi aujourd'hui, c'est de comprendre, a posteriori, vous êtes aujourd'hui un des premiers défenseurs, et vraiment un de ceux qui luttent contre l'antisémitisme. Comment on a pu être antisémite? D'abord, je ne l'ai jamais été. Jamais. Et pourquoi je l'ai jamais été? Parce que, en fait, vous me reparlez d'un truc d'il y a 5 ans. Mais oui, mais ça n'a jamais pris. Et d'ailleurs, ça n'a jamais pris. Cette polémique n'a pas. C'est très important de comprendre comment est-ce que vous passez de faire des dessins antisémites. Alors, je vais vous répondre de manière brutale. La première, brutale. Hein. La première, c'est que ces petites bandes dessinées, il y avait 4 numéros. Je redis pour la 1000e fois. Un où je me parlais de la Shoah, je me moquais de la Shoah, si vous voulez, j'avais 20 ans. Ensuite, je me moquais de la faim dans le monde. Je me moquais, je crois, des handicapés et je me moquais de l'abbé Pierre. Donc en fait, c'était un petit journal qui se moquait de tous les tabous de l'époque, d'accord? Dont les Juifs. Mais c'était pas une obsession. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le niveau, c'était du style Lucky Luke à Dachau et les Schtroumpfs à Auschwitz. Hein. C'était pas un journal structuré négationniste. C'était des sortes de pamphlets potaches, fanzine, si vous voulez. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas à l'inverse, Yann Moix, dire ok, j'ai eu ces espèces de pulsions... Mais je ne les ai pas eues. Si vous voulez, il faut quand même que vous considériez quelque chose. C'est sorti, j'avais 50 ans, d'accord? Toute la journée, Apolline, on nous rebat les oreilles avec des gens qui ont failli tomber dans les marigots les plus sinistres quand ils avaient 20 ans et qui, tel habite en cité, tel en banlieue, et qui, au fur et à mesure des années, s'est arraché de sa gangue atroce pour devenir celui qu'il aurait dû être. Pourquoi? Je devrais être le seul dans ce pays qu'on ramènerait systématiquement à sa case de 30 ans. Non, pas le seul, Yann Moix. Mais justement, Apolline, est-ce qu'on a le droit? Admettons que vous ayez raison, d'accord? C'est faux, mais pour le débat. Admettons que j'ai eu une phase abjecte. Pourquoi est-ce qu'un individu dans la société n'a pas le droit, par son travail, par son intelligence, par sa culture et par les connaissances qu'il déploie autour de lui, d'évoluer, de changer? Je crois que vous en avez ce droit, mais c'est important aussi justement de pouvoir le raconter, de pouvoir dire comment on évolue. Mais je l'ai raconté. En fait, il se trouve que là, c'est un malentendu parce que j'ai pas eu besoin d'évoluer. C'était des crises ponctuelles de provocation. Vous êtes inquiet sur la situation aujourd'hui? Oui, je suis très inquiet. D'abord, je considère que les étudiants de Sciences Po sont pour la plupart des gens qui auraient été incapables d'intégrer l'école il y a 15 ans, à l'époque où il y avait un concours. Vous êtes un ancien élève de Sciences Po. À l'époque où il y avait un concours. Donc là, on se retrouve avec une poignée de misérables qui intimident une direction qui est d'une lâcheté phénoménale, et qui a accepté de transiger alors qu'il y a quelque chose qui est un marqueur de l'époque. On ne retire pas quelqu'un d'une salle au prétexte qu'il est ou qu'elle est juive. C'est gravissime. Là, il y a un relent d'années 30 qui est que cette école qui a été inventée pour la tolérance, apprendre la démocratie, la République, et pour que le débat se perpétue, se retrouve maintenant dans la caricature d'une sorte de Hezbollah portable ou de Hamas en bandoulière, et qui, toute la journée, agite une haine qui est impropre avec la culture des Sciences Po, qui s'appelait École libre des sciences politiques en 1872.